3 marches du sacre mondial, 8 nations se prennent à rêver, mais veulent garder la tête froide. Les quarts de finale sont après tout l'ultime bastion de la raison, le dernier moment de calme. Il faut vaincre ou succomber, il faut vivre un jour de plus pour ce dernier carré, où tout peut arriver. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo prono du mondial, après vous avoir livré mes intuitions sur les huitièmes de finale qui étaient un peu mitigées, mais pas catastrophiques non plus. Pour faire un rapide bilan, j'ai eu 3 pronos vraiment à côté de la plaque. Uruguay-Portugal, où je voyais les partenaires de Ronaldo vaincre au bout de 120 minutes 1-0. Espagne-Russie, j'avais dit 2-1 pour l'Espagne après prolongation, on n'est pas passé si loin, mais le pays organisateur a réussi un bel exploit. Et enfin, Suède-Suisse, j'imaginais également un 2-1 pour la Nati, mais ils n'ont pas marqué le moindre but et les Vikings l'ont emporté sur le plus petit des scores. Et puis à ces 3 pronos bien ratés se sont ajoutées 2 intuitions intermédiaires, on va dire. La première, c'est celle de Croatie-Danemark, où j'imaginais un match très tendu pour les Croates, un 1-0 étriqué. Au final, il y a eu un partout et Subasic a sorti le grand jeu au tir au but, mais niveau physionomie, j'étais pas si loin. Et puis Belgique-Japon, j'avais dit 0-0 à la mi-temps, 3-0 score final, avec des Belges qui galéreraient avant de dérouler. Bon, finalement, le scénario a été assez différent, on a eu le 0-0 mi-temps, et 3 buts marqués pour les Belges, mais le Japon a livré une opposition remarquable que j'étais loin d'imaginer. Mais pour sauver les meubles, j'ai quand même sorti 3 pronos qui étaient pas loin du 1000. Je voyais la France l'emporter contre l'Argentine 3-2 dans un match spectaculaire et très ouvert, on connaît la suite. J'avais misé sur 2-0 pour le Brésil contre le Mexique. Et enfin, celui dont je suis le plus fier, c'est que j'avais dit que l'Angleterre irait en prolongation contre la Colombie et l'emporterait au tir au but pour vaincre le signe indien. Ça, c'était pas dégueu quand même. Bon voilà, je me gargarise un peu de ces petites victoires, mais d'une, je pense pas que j'arriverai à faire mieux aujourd'hui, et de deux, je trouve ça un peu ridicule d'être fier de ces pronos, ou en tout cas d'y accorder de l'importance. Le foot est imprévisible, personne n'est devin, et je pense que le but d'une vidéo comme ça, c'est juste d'analyser un peu le rapport de force entre les équipes, de définir les enjeux et les points qui risquent de faire la différence. Alors c'est ce que je vous propose aujourd'hui, et on commence tout de suite par Suède-Angleterre, c'est parti. Suède-Angleterre donc, c'est la bataille du Nord, et dans cette partie de tableau que tout le monde considère, à juste titre selon moi, comme un peu plus faible que la première, et bah c'est pas nécessairement l'affrontement le plus sexy du mondial. L'Angleterre, après une phase de poule qu'il a vu exploser le Panama, mais chuter contre la Belgique, a vaincu sa bête noire, la séance de tir au but contre la Colombie, dans un match qui n'a pas brillé par sa qualité technique. Équipe rugueuse et courageuse, la sélection de Sa Majesté est fidèle à son style traditionnel et pratique un football énergique et direct, illuminé par les moments de grâce de son 9 génial Harry Kane, meilleur buteur du tournoi avec 6 réalisations. Très dangereuse sur coup de pied arrêté, l'Angleterre peine parfois à développer du jeu et il manque dans son groupe un vrai créateur, mais les Three Lions peuvent compter sur un enthousiasme populaire débordant, assez peu représenté dans les tribunes russes, mais qui anime le pays au chant légendaire de Football's Coming Home. Les Anglais veulent y croire, ils en ont tant rêvé. En face, la Suède est peut-être l'équipe surprise de ces quarts de finale, mais les hommes de Janne Andersson ne sont pas des imposteurs. Cruellement défaits par l'Allemagne en phase de groupe, ils ont su se relever et arracher leur qualif en étriant le Mexique 3-0, avant de faire preuve d'une remarquable solidité face à la Suisse, dont ils ont enflammé la surface de réparation. Personnellement, et je dis ça pour vous prouver mon incompétence totale en matière de pronostic, c'est une équipe que je voyais absolument rien faire du tournoi. En fait, je pensais pas qu'un duo Berg-Toivonen était capable de marquer le moindre but, encore moins de hisser son équipe en quart. Mais au-delà de leur bloc solide, les Suédois peuvent compter sur quelques joueurs dotés de vraies qualités offensives. Forsberg et Claesson sur les côtés ont su se montrer à leur avantage, et même le milieu central à vocation plutôt défensive, Albin Ekdal, m'a fait une bonne impression. Cela dit, je vais faire confiance à ma vision première, je vois pas un grand match, et les Anglais risquent d'être un peu émoussés par leur affrontement long et intense contre la Colombie en 8ème, mais je les vois tout de même passer 1-0 dans une rencontre que l'histoire ne retiendra pas forcément, mais qui propulsera les Three Lions dans le délire. On passe maintenant à Russie-Croatie, une rencontre déséquilibrée sur le papier, mais dont l'état de forme l'est tout autant dans le sens inverse. En effet, la Russie, pire nation au classement FIFA à l'aube de sa Coupe du Monde, et qu'on était nombreux à voir se brûler les ailes, a déjà réussi son tournoi, parce qu'en éliminant l'Espagne en 8ème, les hommes de Cherchesov ont su rebondir après la gifle uruguayenne, ils se sont offert un succès de prestige, et ils joueront maintenant tout à fait libérés, avec la sensation du devoir accompli, et avec le rêve de la belle histoire qu'ils veulent écrire le plus longtemps possible. Sur le terrain ensuite, il y a du talent agréable pour les yeux, qui pour l'instant s'est surtout matérialisé dans les dribbles de Cherichev et Golovin,
Il y a de l'efficacité pas toujours très esthétique, on pense évidemment à la tour de contrôle Artem Dzyuba, il y a des joueurs de devoir, Mario Fernandez, Roman Zobnin ou Samedov, mais il y a aussi quelques vraies faiblesses, et notamment une arrière-garde vieillissante, lente, et qui risque de prendre l'eau face à la Croatie. La sélection au damier, elle, est un peu dans le creux de la vague. Contre le Danemark, elle a souffert et ne doit son salut qu'aux interventions de Subasic lors de la séance de tir au but, un des spécialistes de l'exercice. Cela dit, son 11 est impressionnant et surtout équilibré, aussi solide que tranchant et capable de combinaisons au cœur du jeu, comme de fulgurance sur les côtés. Alors ok, les Russes avaient accroché l'Espagne en défendant très bas, avec une ligne de 5 reculant jusque dans ses 16 mètres, et le jeu de position castillan n'avait pas réussi à défaire cette organisation, mais la Croatie est capable d'offensives plus diverses et dispose notamment de redoutables snipers, comme l'a prouvé le but fantastique de Modric contre l'Argentine. Je vois les Croates faire sauter le verrou russe assez tôt et profiter des espaces que la Sbornaïa devra inévitablement libérer pour même accentuer leur avance. Je vois une nette victoire 3-0 qui garantira à la Croatie un statut de favori de sa demi-finale. Brésil-Belgique maintenant, et honnêtement, on aurait pu difficilement rêver d'une affiche plus séduisante. La Seleção réussit un parcours sérieux après une entrée en matière compliquée 1-1 contre la Suisse et un succès très tardif contre le Costa Rica. Les coéquipiers de Neymar ont déroulé contre la Serbie puis le Mexique, à chaque fois 2-0. Je vais pas revenir en détail sur leur 11 que vous connaissez bien, et sinon vous avez toujours l'épisode de CDM, mais c'est une sélection qui regorge de talent à toutes les lignes et dont la profondeur est rare. Casemiro est suspendu pour cette rencontre, et cela pourrait avoir un impact à la récupération, mais Fernandinho et Paulinho sont tout à fait capables de densifier l'entrejeu. Comme j'ai déjà évoqué à de multiples reprises, le Brésil est mon favori ultime pour la victoire finale. C'est une équipe qui a été très peu mise en danger pour l'instant, qui est vraiment au-dessus du lot techniquement, et qui surtout donne l'impression d'en avoir encore sous la pédale, de pas avoir complètement explosé. Les hommes de Tite font peur, assurément. Mais en face, la Belgique n'est pas loin du compte non plus. Impressionnant en phase de groupe, les Diables Rouges ont sué face au Japon, mais s'offrent finalement une 4e victoire en autant de rencontres. C'est une de mes équipes préférées du tournoi, un groupe dont l'enthousiasme offensif donne le sourire, 11 buts déjà, et qui écrit à chaque match son histoire. Cependant, c'est aussi une sélection qui semble compter plus de faiblesses que leurs adversaires brésiliens, un certain déséquilibre, notamment dans les phases de transition, avec un Carrasco qui semble guère concerné par les efforts de repli, et surtout une passivité défensive notoire. 30e équipe sur 32 en matière de tacle tenté, la ligne de 3 est assez exposée, mal protégée par le duo Witsel-De Bruyne et pourrait voler en éclats face au Brésil. Neymar, qui a concentré les critiques récemment pour son attitude sur le terrain, n'en demeure pas moins létal. Il est le joueur du tournoi à avoir tenté le plus de dribbles, à avoir provoqué le plus de fautes, mais aussi à avoir créé le plus d'occasions et à avoir cadré le plus de tirs. Je suis très intéressé par la manière dont Roberto Martinez va aborder cette rencontre et je serais pas étonné non plus de voir une certaine modification de l'animation défensive, surtout que le coach a montré contre le Japon qu'il était parfaitement capable de concocter un plan B et que son équipe avait des ressources. Il y aura des duels intéressants aussi comme le choc parisien Neymar-Meunier sur le côté. Pour conclure brièvement, je vois un match explosif, spectaculaire, avec deux équipes qui aiment attaquer. Je vois les Brésiliens monter en puissance et l'emporter 3-2, se positionnant aux yeux de tous comme les favoris ultimes du mondial. La dernière rencontre maintenant, et la première dans l'ordre chronologique puisqu'il s'agit du match de demain 16h, c'est évidemment France-Uruguay. Après une phase de poule poussive, le mot est faible, les Bleus ont renoué avec le succès contre l'Argentine, un match fou et prolifique qui a réconcilié l'équipe de France avec ses supporters et qui a été le révélateur de beaucoup de belles choses. Oui, l'Argentine et ses espaces béants dans le dos de son bloc haut étaient sans doute l'adversaire idéal pour se mettre en confiance, et oui, la défense dirigée par Varane a tout de même concédé 3 buts, mais globalement l'impression faite est celle d'un groupe solide au talent individuel réel, mais aussi titulaire d'un mental en acier trempé, capable de mener au score avant d'être mené, puis de retourner la situation à nouveau. C'est la première fois, et seule fois d'ailleurs, qu'on a vu ça dans le tournoi 2018. Au niveau du 11 probable, la suspension de Matuidi rebat les cartes dans l'entrejeu, où l'on pourrait assister au retour de Corentin Tolisso, joueur prometteur, mais un ton en dessous face à l'Australie, ou à la titularisation surprise de Nabil Fekir, qui me semble avoir le profil adapté pour créer des brèches dans des blocs bas, et apparemment très en forme lors des dernières séances d'entraînement. En face, les Uruguayens semblent mieux armés que les Argentins pour faire tomber les Bleus. Leur bloc bas et leur intensité défensive sont la kryptonite d'une équipe de France qui peine dans le jeu de position et qui n'est pas toujours très à l'aise avec la possession.
Face au Portugal, la Céleste a montré qu'elle était capable de produire des moments d'exception, comme ce 1-2 invraisemblable entre Cavani et Suarez, mais les hommes d'Oscar Tabarez font face à un problème de taille, l'absence très probable du buteur parisien, touché au mollet en 8ème. Suarez évoluera sans doute aux côtés de Christian Stuani, qui est loin d'être un mauvais joueur, 21 buts en Liga la saison dernière sous les couleurs de Gérone, mais qui n'apportera certainement pas autant que le Matador. Alors en toute franchise, je suis malheureusement très loin d'être confiant pour ce match qui s'annonce extrêmement tendu, au-delà des considérations tactiques que j'évoquais par rapport au bloc bas bien dense de l'Uruguay. Ils sont aussi très performants sur coup de pied arrêté, ce qui est une vraie faiblesse de l'équipe de France. Cela dit, et plus par patriotisme que par conviction, je vois les Bleus faire le plus dur en ouvrant le score assez tôt pour que la rencontre s'ouvre, assez pour en inscrire un deuxième, avant de concéder la réduction du score en fin de match. 2-1, c'est mon prono, enfin j'espère. Voilà les amis, vous savez tout. Alors j'ai épluché les commentaires des huitièmes de finale comme promis, mais les probabilités ne nous ont pas souri et personne n'avait trouvé les 8 résultats. Alors pour les quarts de finale, il y a forcément moins de matchs, mais je vais vous demander un peu plus de précision. Est-ce que quelqu'un sera capable de trouver le combo résultat plus score exact? Si oui, comme promis, le gagnant aura le droit à son moment de gloire sur Twitter et en vidéo, alors à vos pronos. En attendant, je vous dis à très vite. On approche à grands pas de la fin de ce mois de folie, mais le meilleur est encore à venir. Alors voilà, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt.